On va voir aujourd'hui un cours intitulé Les troubles spécifiques des apprentissages, les TSA ou les 10 encore appelés les Learning Disabilities. En fin de ce cours, l'étudiant doit être capable de définir les troubles spécifiques des apprentissages ou TSA, différencier les TSA des autres troubles des apprentissages, poser le diagnostic positif des TSA selon la classification internationale des maladies 10 et connaître les principes de prise en charge des TSA. 5 à 10% en fait des enfants souffrent de TSA ou troubles spécifiques des apprentissages, ce qui nous fait à peu près 1 à 2 enfants par classe. 25% des enfants ayant des difficultés scolaires ont un trouble spécifique des apprentissages, ce qui entraîne des répercussions sur le vécu individuel de l'enfant avec une souffrance psychologique, anxiété, fatigue et donc ça peut retentir sur sa scolarité et sur le vécu familial. Les objectifs donc de cet exposé ou les objectifs de la prise en charge de TSA, c'est le dépistage précoce, la prise en charge précoce et l'aménagement scolaire de ces enfants. Donc, c'est quoi les TSA? Les TSA sont définis par un ensemble de troubles spécifiques, développementaux et durables, des apprentissages fondamentaux, de le début des apprentissages, pas d'apparition soudaine, pas ou peu de régression. Elles ne sont pas liées à un accident de traumatisme crânien, un AVC ou à une cause psychologique. Ces troubles-là peuvent affecter la lecture, c'est la dyslexie. Elles peuvent affecter le langage oral, on parle dans ce cas de dysphasie, ou le calcul, on parle dans ce cas de dyscalculie, voire la gestuelle et on parle de dyspraxie. Ces troubles surviennent chez un enfant qui possède une intelligence normale, n'a pas de troubles sensoriels ou perceptifs, donc l'audition et la vue sont normales également, n'a pas eu de troubles psychologiques primaires prépondérants durant les apprentissages initiaux, évolue dans un environnement affectif, social et culturel normal et il a été normalement scolarisé. Les critères d'exclusion des TSA sont un retard global, un handicap sensoriel, un environnement défavorable, une pédagogie inadaptée, un niveau socioculturel insuffisant, une diversité linguistique et des troubles mentaux avérés. Selon les critères du diagnostic de la classification internationale des maladies 2010, donc les critères diagnostiques communs aux troubles spécifiques des apprentissages sont la note obtenue aux épreuves administrées individuellement se situe au moins de 2 écarts types en dessous du niveau escompté compte tenu de l'âge chronologique et du quotient intellectuel. Le trouble interfère de façon significative avec les performances scolaires ou les activités de la vie courante. Le trouble ne résulte pas directement d'un déficit sensoriel. La scolarisation s'effectue dans les normes habituelles et le quotient intellectuel est supérieur ou égal à 70. Les performances à des tests standardisés en lecture, calcul et expression écrite, passées de façon individuelle, nettement en dessous du niveau attendu par rapport à l'âge, aux autres performances scolaires et à l'intelligence de l'enfant. Nettement en dessous se définit par une discordance de plus de 2 écarts types entre les performances à ces tests et le quotient intellectuel. Ces problèmes d'apprentissage doivent interférer de manière significative avec la réussite scolaire ou avec les activités de la vie courante liées à la lecture, le calcul ou l'écriture. On parle de dysphasie lorsque ça touche le langage oral. Habituellement, le diagnostic s'est fait à partir de l'âge de 5 ans. On parle de dyslexie lorsque c'est, ou dysorthographie lorsque c'est le langage écrit et le diagnostic est fait habituellement vers le 6-7 ans. La dyspraxie, c'est le trouble du geste ou la gestuelle. Le diagnostic il est fait à partir de l'âge de 5 à 6 ans. Dysgraphie, c'est le geste graphique à partir de 7 ans. Et dyscalculie, c'est la numération à partir de 7 à 8 ans. Quelle est l'étude-pathogénie de ce trouble-là? Plusieurs facteurs sont incriminés. On n'est pas sûr du mécanisme exact, mais c'est certain que c'est plusieurs facteurs. Ça englobe donc la génétique, un dysfonctionnement des réseaux neuronaux de connexion, des anomalies de la migration neuronale.
La relation entre tous les apprentissages et handicap reconnu. Le terme handicap doit être employé pour les troubles spécifiques des apprentissages. C'est le cas en France. Et un trouble du langage, c'est une déficience qui peut être responsable d'une incapacité. L'incapacité de communication pouvant entraîner un désavantage, traduction de handicap en anglais, telle une situation de non-intégration sociale. Les élèves ayant des troubles d'apprentissage sévères peuvent être reconnus comme étant handicapés. Pour les élèves dyslexiques, des textes prévoient certains aménagements lors de la passation d'examen, tiers temps supplémentaire et dispense de la deuxième langue vivement recommandée. Comment faire le diagnostic positif des TSA? Les TSA doivent être donc suspectés sur un ensemble de signes d'affect. Par la suite, l'interrogatoire, l'examen clinique peuvent donc nous pousser à fortement suspecter ces maladies-là et on doit compléter par un bilan sensoriel et certains outils de diagnostic, dont le bilan neuropsychologique, le bilan surtout orthophonique et dans certaines situations, un bilan psychomoteur. Quels sont les signes spécifiques, qui doivent nous orienter ou qui doivent faire rechercher un trouble spécifique des apprentissages? Les signes d'appel sont des difficultés d'une manière générale, lenteur pour se mettre au travail, une mémoire de travail déficitaire, impossibilité dans les doubles tâches, lecture et transcription souvent difficiles, concentration fluctuante et rapidité à être discret. Des difficultés scolaires, troubles de l'attention, une mémoire de travail déficitaire, impossibilité de doubles tâches, lecture et transcription souvent difficiles, lenteur pour se mettre au travail et concentration fluctuante et rapidité à être discret. Face à ces signes-là, face à ces difficultés scolaires, l'interrogatoire doit rechercher les antécédents personnels de l'enfant, la scolarité. Donc, on va interroger l'enfant, ses parents, voir les cahiers, les bulletins, avoir un compte rendu de l'instituteur, faire une approche psychologique et donc vérifier les antécédents familiaux. Antécédents personnels, c'est-à-dire la grossesse, l'accouchement, les antécédents néonataux, l'adoption ou autres situations, le développement psychomoteur, les étapes du développement psychomoteur, s'il y a donc des antécédents personnels de maladie ou d'hospitalisation ou de placement. Pour la scolarité de l'enfant, on va donc essentiellement vérifier donc le cursus scolaire, s'il y a des absentéismes, la classe actuelle, s'il y a notion de redoublement, les suivis antérieurs, les points forts et les points faibles selon donc l'enfant et selon ses parents, et les relations de l'enfant avec l'enseignant et avec donc ses pairs. L'approche psychologique, la confiance en soi, l'anxiété, s'il y a de l'agressivité, s'il y a notion d'instabilité, d'inhibition, de l'attention, des troubles de l'appétit, du sommeil, les loisirs, on va s'interroger surtout sur les théories de l'enfant par rapport à ses difficultés, son attente par rapport à cette consultation. Donc c'est important vraiment d'écouter l'enfant. Et finalement, on va interroger donc les parents ou l'enfant sur les antécédents familiaux de difficultés scolaires, de difficultés de langage ou d'apprentissage, de déficiences intellectuelles, de troubles psychiatriques, de vérifier le contexte socio-familial d'une manière générale, l'âge des parents, leur profession, le niveau socio-culturel, s'il y a une notion de bilinguisme, la fratrie, l'âge, le niveau scolaire, les difficultés scolaires s'il y en a, l'ambiance familiale, l'entente des parents, s'il y a notion de conflit, de séparation, l'événement, s'il y a des événements de vie importants à noter, tels des maladies, un deuil, le style éducatif, s'il y a des limites posées, le niveau d'exigence scolaire et les réactions des parents face aux difficultés de l'enfant, si cet enfant il est encouragé ou plutôt défavorisé. Par la suite, l'examen somatique, qui doit être complet, comportant un examen somatique complet, un examen neurologique, le schéma corporel, l'orientation dans l'espace et le temps, l'habilité, on le voit comment se comporter, comment boutonner donc sa chemise, comment marcher, examen sensoriel, audition et vision. Troisième étape, c'est l'évaluation orthophonique, l'évaluation praxique, gestuelle et cognitive. Le langage oral, donc on va donc discuter avec l'enfant, vérifier s'il comprend nos questions, la compréhension, l'expression,
On va lui demander un texte qui est adapté à son niveau. On va lui demander de le lire, de voir donc les lettres, les syllabes, les mots, les niveaux de lecture de manière globale. On va vérifier son écriture. On va lui dicter quelques lignes, donc toujours adapter son niveau. Pour le calcul, on peut lui demander de faire une numération ou des opérations ou un raisonnement. Et puis, on peut lui demander également de faire des dessins géométriques, de tracer le bonhomme, de tracer sa famille, de dessiner plutôt sa famille, ou même un dessin libre. Quatrièmement, le bilan sensoriel avec un bilan ORL audiométrique pour bien vérifier que l'audition de l'enfant est normale et un bilan ophtalmologique pour vérifier l'acuité visuelle. D'autres outils diagnostiques seront demandés en fonction des situations, avec des tests pour le langage oral et écrit, les outils explorant les fonctions cognitives ou l'efficience intellectuelle. Le bilan neuropsychologique, il vise surtout à éliminer un trouble cognitif et on peut utiliser les tests psychomotrices de l'efficience intellectuelle du quotient intellectuel, le WISC 4 ou 5 après l'âge de 6 ans, le 8PS1 avant l'âge de 6 ans et il y a également d'autres tests de mémoire, de l'attention, des tests de personnalité qui seront demandés en fonction donc, de la situation. Pour le bilan neuropsychologique, donc la référence internationale c'est le WISC 5 actuellement. Pour la mesure de l'intelligence, ça permet d'évaluer l'ensemble des fonctions cognitives. Et je rappelle là qu'un quotient intellectuel normal se situe entre 70 et 130. On parle de déficience légère lorsque c'est entre donc, 50 et 70, modérée entre 70 et 50 et profonde à sévère donc entre 20 à 30. Le bilan orthophonique sera réalisé par un orthophoniste avec des tests étalonnés et standardisés en fonction de l'âge. Il faut typer et préciser la gravité du trouble du langage sur les trois aspects, l'expressif, le langage expressif, réceptif et pragmatique. Il analyse ce bilan les prérequis du langage écrit ou oral, la communication non verbale, c'est-à-dire l'attention, le regard, la mimique, les actions réalisées type imitation, désignation, la communication verbale, l'expression, la parole, la phonologie, le syntaxe, l'articulation et également ça permet d'analyser la compréhension de l'enfant. Dans certaines situations, on peut demander un bilan psychomoteur si on suspecte une dyspraxie essentiellement ou une maladresse motrice ou s'il y a un retard ou un trouble de l'acquisition du chemin corporel, de la latéralisation, de l'orientation dans l'espace et dans le temps. Un avis du pédopsychiatre peut être indiqué lorsqu'il y a des symptômes ou un comportement entraînant une souffrance de l'enfant et ou de la famille. Lorsqu'il y a également une suspicion de troubles de développement de la personnalité ou des troubles de l'humeur et lorsqu'il y a des dysfonctionnements familiaux majeurs. Finalement, au terme de cette enquête anamnésique clinique et le recours à certains examens, ou certains tests, on peut être capable de poser le diagnostic positif de TSA qui sont définis selon la classification internationale des maladies 10 ou CIM-10 par une note obtenue aux épreuves administrées individuellement qui se situe au moins à 2 écarts types au-dessus du niveau escompté compte tenu de l'âge chronologique et du quotient intellectuel. Ce trouble interfère de façon significative avec les performances scolaires ou les activités de la vie courante. Le trouble ne résulte pas directement du déficit sensoriel. La scolarisation s'effectue dans les normes habituelles et le quotient intellectuel est supérieur ou égal à 70. C'est-à-dire que ces enfants doivent avoir un intellect normal. Les performances à des tests standardisés passées de façon individuelle nettement au-dessus du niveau attendu pour l'âge aux autres performances scolaires et à l'intelligence de l'enfant. Elles sont nettement en dessous, c'est-à-dire ceci se définit par une discordance de plus de 2 écarts types entre les performances de ces tests et le quotient intellectuel. Ces problèmes d'apprentissage doivent interférer de manière significative avec la réussite scolaire ou avec les activités de la vie courante liées à la lecture, le calcul ou l'écriture. Donc, les troubles spécifiques des apprentissages sont, on a donc 5 ou 6. Il y a la dyslexie qui est la plus fréquente, la dysorthographie qui est souvent associée à la dyslexie, la dyspraxie avec une anomalie gestuelle du geste ou la dysgraphie, la dysphasie qui est un trouble du langage oral et la dyscalculie.
Quelle est la prise en charge des dyslexies? On va voir aujourd'hui les principes de cette prise en charge. C'est une prise en charge multidisciplinaire qui centrée sur l'enfant, qui est le majeur acteur de cette prise en charge, qui doit être donc entouré de ses parents qui doivent participer de façon active à cette prise en charge, le médecin scolaire, le pédiatre ou le neuropédiatre, le pédopsychiatre, l'orthophoniste, l'enseignant, l'école, le neuropsychologue et le psychomotricien. Quelle est l'évolution des troubles des TSA? En fait, l'évolution dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, le type de trouble et leur intensité, la précocité du dépistage, la régularité et l'intensité de la rééducation qui peut durer plusieurs années, notamment la rééducation orthopédique, et les soutiens visant à la motivation et la réparation du vécu d'échec. Dans de bonnes conditions de traitement et d'environnement de soutien, les TSA d'intensité légère s'atténuent et peuvent même disparaître. À l'inverse, les TSA sévères restent toujours des difficultés, mais le rendement sera considérablement amélioré et moins handicapant. En conclusion, les TSA constituent un réel problème de santé publique du fait de leur fréquence et du fait des difficultés et d'échecs scolaires qu'ils peuvent entraîner. Le médecin scolaire joue un rôle très important dans le dépistage précoce et le suivi, la prise en charge et le suivi de ces enfants. Le diagnostic positif repose sur des outils et des tests en fonction de l'âge et du trouble. Ces troubles sont durables, mais leur prise en charge précoce permet d'améliorer ou de compenser les fonctions déficientes et tous les TSA nécessitent des aménagements scolaires pour permettre à l'enfant d'acquérir les compétences non touchées par le trouble sans être gêné par celui-ci. Merci pour votre attention.